updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de Mo pis sa gang. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. On attaque un gros dossier d'actualité, puis je suis super content parce que mon invité a accepté de venir débattre de ce dossier-là, de nous en parler puis de nous l'expliquer. Avant toute chose, je veux saluer la belle gang, ma gang du groupe Poirier de Val-d'Or, fier commanditaire du podcast Mo pis sa gang. Si vous avez besoin d'un nouveau véhicule d'occasion, poirieroccasion.com, véhicule neuf, c'est 4 concessions du côté de Val-d'Or, une du côté de Damas, puis on a accès à tout l'inventaire du groupe Poirier, incluant celui de Rouyn-Noranda. Fait que n'hésitez pas pour votre prochain véhicule, neuf ou d'occasion, la belle gang du groupe Poirier de Val-d'Or. Dr Lindsay Saint-Amand est mon invité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut-tu faire ça à bonne franquette? Bonne franquette à matin. Ouais, Lindsay, oui, salut. C'est parfait. Comment tu vas? Ça va bien. On n'a pas de lien, on se connaît pas, t'es pas mon médecin, on s'est un peu croisés parce qu'on est dans une petite région, une petite ville, là, Ouais. mais à part ça, on se connaît pas plus que ça. Non. Fait que j'ai envie d'apprendre à découvrir. J'ai un médecin devant moi. T'as quel âge, Lindsay? Hey, bonne question, j'ai 38. Eh, monsieur! Oui, rendu là, on veut plus vieillir, hein? J'ai 38. J'ai l'impression On va se mettre 39. je viens de te poser la pire Je pense que c'est la pire question. Ben, écoute, si on a commencé avec la pire... Ouais, ça va être correct après. Le reste... Fait que, OK, 38 ans. Ouais. Tu pratiques depuis combien de temps? Ça va faire 13 ans en juillet que j'ai terminé ma formation en médecine de famille. OK, Ouais. OK. La formation, c'est quoi? Parce que, tu sais, nos médecins, là, on en a tous besoin. On en veut tous un. Mais c'est un peu flou, tu sais. Je veux dire, on sait que vous guérissez des bobos puis que vous êtes là pour la santé. On sait que vous faites de l'argent. On sait que présentement, il y a un gros combat qui se mène. Mais tout ça est un peu flou. C'est combien d'années d'études pour devenir médecin? En fait, c'est quoi même le parcours? Le parcours, ben Ouais. oui, c'est ça. Après le secondaire, on va faire le sciences nature au cégep, OK. 2 ans. Puis après ça, on s'en va faire un doctorat en médecine. Fait que pour Sherbrooke, c'est 4 ans condensés. Fait que les sessions durent plus longtemps. On a une session d'été, puis les stages d'externat, c'est même l'été. Fait qu'on travaille vraiment intense pendant 4 ans. Puis il y a certaines universités que c'est 5 ans. Après ça, il faut faire une spécialité. Fait que soit on choisit la médecine de famille ou d'autres, que ce soit chirurgie ou médecine interne, dans la médecine interne en général, cardio, gastro et tout. Puis ça, c'est pour, admettons, moi, la médecine de famille, ça a été 2 ans que j'ai fait en formation. OK. Après. Fait que dans le fond, pour la médecine, ça a été 6 ans, 2 années de cégep, puis mon secondaire. Mais moi, j'ai eu un parcours différent aussi. Là. J'ai Pourquoi? fait première année de cégep. Passer du secondaire au cégep, c'est assez intense. Puis ma première session au cégep, le temps que je m'habitue à tout ça, puis c'est des cours pas toujours le fun à faire, qui sont pas vraiment en lien avec ce qu'on veut faire. Fait que les résultats, ça joue sur notre cote R. C'est la cote que ça prend pour rentrer, avoir un minimum de cote R pour entrer en médecine. Fait que la première session au cégep, ça m'a rentré dedans. J'ai comme été un peu traînée de la patte, puis je me suis rattrapée pour les sessions suivantes parce que j'ai travaillé très fort pour réussir à remonter ma cote R. C'est drôle que tu nous dises ça, parce que moi, dans ma tête, les docs, toutes débollées. Toute la médaille du gouverneur général, tu sais, fait que là... Ça n'a pas été ma situation. Non, j'ai depuis le primaire, en fait, j'ai toujours adoré l'école. Une chance, ça m'a vraiment sauvée. Puis j'ai tellement travaillé fort, mes professeurs du primaire pourraient le dire, que quand j'étais dans la classe, moi, je disais, moi, je travaille fort à l'école pour être médecin un jour. Fait que, Ah ouais? Oui. Ah, tu le savais déjà? Ah, moi, mes parents ils me disent, depuis que j'ai commencé à parler à l'âge de 3 ans, je disais, moi, je vais être docteur. Je jouais avec mes toutous, puis ma soeur, c'était mon assistante, elle m'apportait mes toutous, puis j'étais le médecin, puis j'étais contente d'aller à l'urgence pour des otites, pour aller voir les médecins, puis j'aimais ça. T'es sérieuse? Oui. Ah ouais, OK. Oui, moi, j'aimais ça, aller voir les médecins, j'admirais leur travail, je voulais faire ça plus tard, puis ouais. Fait que toi, t'as commencé à jouer au docteur... Très jeune. Très, très jeune. Puis moi, j'étais à l'école depuis le primaire en disant, moi, je vais être docteur. C'était mon but. C'était ma motivation à l'école. C'est ce qui m'a permis de réussir, d'avoir cette motivation-là, parce que j'étais pas... Contrairement à ma sœur qui était bonne dans le par cœur, moi, il fallait que j'étudie énormément pour retenir des choses. J'étais bonne dans le raisonnement clinique, mais pour le par cœur, j'ai toujours eu de la difficulté pour ça. Fait que j'étudiais beaucoup. Tu viens de quel genre de famille, toi, Lindsay? Bien simple. Mon père était mineur. Ma mère, elle était mère au foyer le temps que moi, je rentre à l'école au primaire.
Puis quand elle a vu que j'étais bien partie puis que j'aimais l'école, ça allait bien, elle a été faire son cours, son bac en enseignement. Puis elle est devenue enseignante par la suite. Mon Dieu, j'ai donc bien l'impression que c'est la famille typique de Exact. l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, je suis une vraie Abitibienne. Moi, Oh, ouais. Toi, t'es né ici? Oui. Ouais? OK. Oui. T'es de quel endroit? Rivière-Eva. Rivière-Eva? Oui. OK. Fait que l'école, quand tu parles du primaire, t'es où? Toi, t'es à Rivière-Eva? Ou... En fait, ma mère, elle a voulu que j'aille à Saint-Mathieu. OK. Fait qu'elle s'est organisée pour que j'aie un transport pour aller là, parce que c'était pas dans l'école désignée pour ma ville, mon village. Puis après ça, ben là, j'étais loin de mes amis. Tu sais, en étant à Saint-Mathieu, moi, Rivière-Eva, j'avais pas d'amis proches. Fait que là, je voulais me rapprocher des gens proches de mon village. Fait que là, j'ai fait mon primaire 4, 5, 6 à Rivière-Eva. Puis mon secondaire à Malartic. C'était-tu les classes mixtes? Oui. Ouais? Oui. OK. Fait que c'était quoi les années qui étaient mixées? 3, 4, puis 5, 6. OK. À Rivière-Eva, mais à Saint-Mathieu, c'était vraiment des classes séparées. OK. Comment t'as trouvé ça, les classes mixées? Ça t'a-tu aidé ou ça t'a nuit? Ben, je sais pas. Ouais. Je pourrais pas dire. Ça m'a pas nuit, je pense pas. Ouais, visiblement, non. Là. Non. Non, je pense pas que ça me nuit. C'est sûr que, tu sais, des fois, ça peut peut-être un peu ralentir le parcours parce que, tu sais, on apprend des choses d'une année qui n'est pas la notre troisième année, tu sais. Ouais. Mais je pense que les profs font vraiment bien ça malgré tout, là. OK. OK. Ton secondaire se passe où? Malartic. OK. Tremplin? Oui. OK. Là, ça va bien? Oui, la motivation était là pour réussir. Fait que je travaillais fort, j'étudiais, mais oui. Puis c'est encore, je vais devenir médecin. Oh oui, tout le temps. Fait qu'il n'y a jamais eu d'autres options? Non, puis j'ai dit ça à ma mère quand je suis rentrée au cégep, puis ma première cotère, je l'ai pas eu comme je voulais. Ouais. J'ai regardé ma mère, puis j'ai dit, maman, qu'est-ce que je vais faire de ma vie si je rentre pas en médecine? J'avais aucune idée. Puis là, à cette époque-là, on écoutait Fortier. Là. Fait que genre, je vais peut-être être criminologue. Mais là, je me dis, c'est pas vraiment à Val-d'Or que je vais faire ce travail-là. Ça serait à Montréal. Moi, je suis une Abitibienne pure laine. Moi, c'est ça, je voulais revenir travailler ici. Fait que j'étais comme, maman, je sais pas ce que je vais faire si je rentre pas en médecine. Ma vie, là, c'était... Fait que ça a-tu été une source de motivation, justement, de dire, c'est ça ou c'est rien, là? Ouais. Tout à fait. J'ai travaillé, j'ai bûché pour le reste de mon cégep. L'année suivant mon cégep, j'ai pas rentré en médecine à cause que ma cotère, elle a joué, était beaucoup sur la première session. Fait que j'ai fait 1 an en pharmaco à Sherbrooke. Ah oui? Oui. Puis j'ai adoré Sherbrooke. Fait que là, à ce moment-là, j'ai appris un peu plus la médecine là-bas. Fait que je voulais essayer de rentrer à l'Université de Sherbrooke. OK. Pour l'année suivante. Fait que l'année suivante, à l'application, ben là, ma cotère, ma dernière session de cégep, elle comptait pour beaucoup. Puis j'avais réussi à la monter. Fait que j'ai pu rentrer. Je te ramène au secondaire. À ce moment-là, es-tu déjà dans les maths fortes, sciences? Oui, pas le choix. T'es à fond, là? Oui, à fond. OK. C'est sûr, ça prend ça comme prérequis pour aller en sciences nature. Là. OK. Ouais. Tu l'as fait en 5 ans? Oui. OK. Puis ça a super bien été? Oui. OK. Bien, super bien été. Ouais, avec des efforts. Oui, bien, c'est ce que je découvre, c'est que tu l'as travaillé en tabarouette. Là. Ah oui, énormément. OK. Ouais. Un peu de parascolaire à travers tout ça ou qu'est-ce qui te faisait triper au secondaire? C'est un peu dans le domaine. J'ai été sauveteur. J'ai fait tous mes cours en sauveteur national piscine. Par contre, j'ai pas été sur les lacs ou océans. Là. OK. Puis j'ai appris, j'ai devenu aussi moniteur. Fait que je donnais des cours de piscine. Fait que j'étais, dans le fond, le sauveteur monitrice avec une de mes amies à Malartic. Fait que toute l'année, je donnais des cours de piscine à tous les niveaux, des cours d'aquaforme. Puis je surveillais des bains libres. Puis l'été, je travaillais comme sauveteur au camping à Malartic. OK. Déjà eu à sauver? Oui. Hein? Oui. J'ai eu, c'est pas les grosses réanimations, là, mais c'est sûr que j'ai déjà eu à sauter dans l'eau pour aller. Dans un cours de piscine, en fait, je donnais des évaluations à des enfants, puis mon amie, elle surveillait, puis là, je jouais sur une tripe, mais c'est des enfants qui commençaient à nager. Puis j'ai comme juste regardé les filles que je voyais qui montaient sur la tripe toutes du même bord, fait que ça a fait la tripe, elle a viré par-dessus les petites, fait que je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais entre l'instant de les voir, l'instant que j'ai repris conscience, j'étais en dessous de l'eau, les yeux ouverts, puis j'ai relevé un après l'autre pour les ramener à la surface. Ouais. Sauver des vies, ça a toujours été dans tes gènes d'abord. Ouais, hein? Oui. Les animaux, ça m'intéressait beaucoup. J'adore les animaux. Mais je me suis toujours dit que je ferais pas d'argent, je voudrais toutes les sauver, même si les gens ne le paieraient pas. Fait que j'ai trop le cœur sensible pour les animaux. Fait que j'ai pas été dans cette voie-là. Fait que t'es en train de me dire que ça t'est déjà passé par la tête d'être vétérinaire. Oui. OK. Mais ça a pour duré. soigner, j'aimais ça. Et les animaux, c'est une passion. J'adore les animaux. C'est une zoothérapie pour moi. Mais T'en as-tu?
Oui. Ouais? Ouais. Pourquoi? Ben, j'avais un Rottweiler puis un Chihuahua, deux extrêmes de Si chiens. bon. Oui. Dans la même maison? Oui, dans ma maison. Ben là, en fait, j'ai perdu ma Rottweiler au printemps, à l'automne. Fait que Ok. ça a été un gros deuil Un que deuil. je vis encore. Parce que ça a été vraiment ma chienne, mon ombre. On se communiquait par le regard. Là. Ah, Fait ouais. que, ouais. Puis là, il me reste mon petit Chihuahua. Là. Y en a-tu un autre qui va rentrer éventuellement? J'aimerais ça, un jour, quand je vais avoir du temps pour élever, mais j'aimerais ça avoir un autre Rottweiler. Vraiment, c'est des bons chiens. As-tu des enfants, Lindsay? Deux enfants. Ouais, un grand de 8 ans puis un bébé de bientôt 16 mois. Ah, quand même, il y a une bonne. Il y a un bon 7 ans entre les deux, 6-8 ans. 6-7 ans, là. 7 ans, quasiment un jour pour jour. OK. Ouais. C'est pas choisi, c'est pas voulu d'avoir autant d'écart. Mm-hmm. Ça a été un processus d'infertilité dans ma situation. Que mon garçon, mon premier, ça a pris 2 ans, puis 3 ou 4 inséminations avant de réussir à l'avoir. Puis j'ai même réussi à tomber enceinte après avoir décidé de lâcher les gardes aux étages. C'était un stress pour moi avec les soins intensifs à Val-d'Or. C'est intense, puis c'est couvert par des médecins de famille. Fait que c'est quelque chose qui me stressait beaucoup, puis j'ai décidé de lâcher, puis le mois d'après, je tombe enceinte. Fait que je sais pas c'est quoi qui a fait que ça a fonctionné. T'as-tu vu ça comme un message? Ben moi, je le voyais comme un message. C'était un signe. Un signe. Le stress qu'on vit. Puis je suis pas la seule qui vit l'infertilité comme ça en médecine. Mon deuxième garçon, ça a pris la journée où est-ce qu'on a décidé d'essayer de tomber enceinte, d'essayer pour un deuxième. Ça a pris 3 ans avant de réussir. On voulait pas se rendre encore à l'insémination. Fait que j'ai essayé les médecines alternatives, l'acupuncture, les vitamines, n'importe quoi. Puis finalement, on a réussi naturel pour le deuxième, mais 3 ans plus tard. 3 ans et demi. Fait que ça fait 7 ans entre les deux. M'a te posé la question. Oui. Un troisième? Non. Troisième, ça va être ma clinique éventuelle. Ouais. OK. Ouais. Qui va être un bon bébé, là, on va se le dire. Là. On va y revenir. C'est comment accoucher quand t'es médecin? C'est spécial. J'imagine, C'est spécial parce que moi, j'en fais des accouchements. Ouais. C'est un dans mes domaines de médecine. Puis je me trouve c'est drôle parce qu'à mon premier, j'étais trop focusée sur le moniteur du bébé. Puis là, mon chum me disait, là, elle décroche, là. T'es pas médecin? Ouais, mais tu sais, ça reste que je fais ça au quotidien. Là, j'en gère des tracés. Puis là, j'étais comme, je disais quasiment de baisser la médication. Je me demandais si t'avais passé des commandes, des ordres. Oui, ben là, un moment donné, quand oui. En fait, c'est parce que mon premier, durant le travail, on avait stimulé. En fait, c'était une induction. Puis on stimulait fort. Puis je sentais que j'avais des bonnes contractions. Puis là, je voyais sur le tracé que le bébé avait des décélérations tardives. Puis là, quand on a des tardives comme ça, c'est un signe que le bébé va pas pantoute. Puis on va en césarienne, tu sais. OK. Là, j'étais comme, j'ai trop de contractions. Il faut baisser le médicament. Je n'ai trop. C'est sûr que c'est ça. Je veux pas aller en césarienne. Fait que finalement, c'est ça qu'on a essayé. Là. Ils ont baissé la médication. Finalement, ça s'est replacé. Non, j'ai pas été en césarienne. Bébé s'est replacé. Tu te l'es pas fait toi-même, là? Non. Non. On t'es pas rendu là. Oh non, ça se fait pas. OK. Fait que là, ton secondaire, ça va bien. Ouais. Ben, ça va bien. Tu travailles fort. Là. Ce que je comprends, c'est que tu vas toujours travailler fort, finalement, toujours. tout au long de tes études. Ouais. Tu fais le switch au cégep. Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, à Rouen. OK, à Rouyn-Noranda. Parfait. La première année, là, quand tu me dis j'ai trouvé ça tough, là, j'ai l'impression que tu es une fille honnête. Fait que je vais te poser la question, mais c'est parce que tu profites du party? Tu sais, souvent, sciences, nature, c'est pas mal là où les gens qui savent plus ou moins où aller. Sciences humaines, plus. Sciences humaines, oui, t'as raison. Ouais. OK, ouais. Oui, non, sciences nature, c'est rocher de même, tu sais ce que tu t'en vas, parce que ça va faire. Toi, tu savais où ce que tu t'en allais, mais ça marchait pas. Oui, c'est parce que c'est beaucoup, tu sais, des matières philo. Là, ça venait pas me chercher. Tout ce qui est par cœur, tu sais, des cours plates qui n'ont pas de lien du tout avec la santé. Là. Ça, c'était. On devrait-tu éliminer ça? Moi, je pense que c'est correct de s'ouvrir à d'autres choses, d'avoir des connaissances aussi diverses, mais peut-être pas avoir un grand impact dans la cotère. Tu sais, un peu plus prioriser les matières qui vont vraiment nous orienter vers le choix qu'on va faire plus tard. Tu sais. Je pense que ça serait plus. Parce que le côté technique, c'est pas mal ça aussi. Là. Quand tu fais une technique, on élimine pas mal je vais ouvrir les guillemets, le superflu, puis on t'apprend ton métier. Oui, c'est ça. C'est ce que je trouve que sciences humaines, sciences nature, c'est pas ça vraiment. OK. On se prépare à aller vers notre métier, mais les préparations sont un peu vagues des fois, puis un peu tough.
puis c'est pas vraiment pertinent dans ce qu'on veut faire. Ça s'est redressé la deuxième année. Ouais. Fait que, heureusement, Mhm. à partir de là, est-ce que tu sais que tu t'en vas en médecine familiale? J'hésitais beaucoup entre gynéco-obstétrique puis la médecine de famille parce que j'adore l'obstétrique, la salle d'accouchement. Les OK. suivis de grossesse, les bébés. Les accouchements, ça m'a toujours fascinée. Dans mon parcours de médecine, quand je suis rentrée, j'ai fait beaucoup d'expositions en salle d'accouchement parce que j'adore ça. Pour moi, c'est un miracle de la vie, c'est une fascination, c'est la beauté de la médecine positive, là. Parce que souvent, la médecine, c'est des problèmes, des maladies, c'est vrai, des hein? diagnostics, des traitements, tandis que le volet plus suivi de grossesse, c'est des beaux moments. Là. Tu sais, Ouais. quand ça va pas bien, ça va pas bien, mais sinon, c'est des beaux moments. On accompagne les familles, on vit ces moments-là, que c'est un privilège pour moi de le vivre là, avec eux. Là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'hésitais entre les deux. Fait que j'ai fait beaucoup de stages orientés dans mon parcours de médecine, à savoir est-ce que je voulais le côté gynéco-obstétrique ou médecine de famille. Ce que j'aimais, puis ce qui me définit aussi, c'est une personne polyvalente. J'aime vraiment faire plein de choses. La gynéco-obstétrique, ça m'orientait juste vers la clientèle femme. Fait que, puis souvent, ben, les gynécos, ils prenaient pas le soin des bébés. Fait que ça venait moins me chercher à ce moment-là. J'aimais le côté technique de la chirurgie. Mais en étant médecin de famille, en faisant de la salle d'accouchement, on va assister les gynécos quand les patientes rentrent en césarienne. Fait que ça, ben, j'aimais ça. Puis la médecine de famille nous permet tellement de faire plein de choses, que ce soit des chirurgies mineures, que ce soit de l'infiltration, des poses de stérilet, différentes techniques. Fait que je me disais, je touchais à tout âge, les deux sexes, hommes-femmes. Mais maintenant, il y en a plusieurs autres. Là, mais en tout cas, à la base, c'était ça. Je pouvais faire les deux, varier ma pratique. Puis, tu sais, quand on évolue au courant de la vie, on peut modifier notre pratique aussi avec les divers champs d'expertise d'un médecin de famille. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouvais que c'était une belle pratique au Québec pour ça. Parce qu'on peut faire plein de choses, tant à l'hôpital en deuxième ligne qu'aussi au bureau en suivi longitudinal avec une clientèle. Quand tu as décidé d'être médecin à la base, là, j'aime toujours demander aux gens pourquoi tu as choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire maman, papa, moi je veux devenir médecin? C'est de prendre soin des autres. C'est vraiment d'aller prendre soin des autres, d'être là pour les autres, de faire la différence dans la vie des gens. Je sais pas, on dirait que ça a toujours été moi. Je pourrais même pas dire ça vient de où. On dirait que ça me définit comme étant une personne. T'as toujours été comme ça? Toujours. OK. Toujours. Parfait. Oui. C'est vraiment viscéral. Ça me définit comme personne. Tu m'as dit, ça fait quoi, 13 ans que tu pratiques, c'est ça? Oui. Juillet. Juillet 2012, j'ai commencé à pratiquer. OK. Te rappelles-tu de tes débuts? Oui, tout à fait. Puis on a commencé en une pénurie à Val-d'Or pendant mon début de pratique. Je passais de la chaise d'un résident en médecine de famille à une semaine après à la chaise d'un superviseur. Excuse-moi. Là, tu dis des termes que moi, je suis peut-être pas habitué. Ouais, là, mais oui. parce que quand tu sors de l'école, OK, de l'université, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Comment j'ai de la misère à comprendre ou à concevoir que pouf, t'es médecin, tu peux sauver des vies à partir de maintenant. Ben, moi, la résidence, un coup qu'on a terminé notre doctorat en médecine générale, on va faire une spécialité, mais la spécialité, c'est oui, on a des cours, mais c'est beaucoup de l'exposition. On travaille comme médecin, mais en formation. Fait qu'on a toujours un médecin superviseur qui va vérifier, nous superviser dans nos actes médicaux, mais on est vraiment comme des médecins qui travaillent. Fait que, oui, j'ai des cours. Une fois par semaine, j'avais une après-midi de cours. Mais le reste du temps, je travaillais. J'étais en résidence à Val-d'Or. Fait que c'est un longitudinal qu'on appelle. Fait que c'est vraiment la pratique de médecin de famille avec certains blocs. Mais quand je faisais un stage d'un mois en médecine de famille, dans mon mois, j'avais une semaine d'hospitalisation, j'avais des chiffres à l'urgence, j'avais des gardes à la salle d'accouchement. Fait que je faisais vraiment un travail de médecin, mais j'étais toujours avec un patron qui me supervisait dans ce que je faisais. Te souviens-tu comment tu te sentais à ce moment-là? Tu sais, quand tu as commencé ton métier? Fini résidence, là, vraiment, le jour 1 de ma... Ben, commençons avec la résidence d'abord. Ouais. Quand tu sors de l'école, la première fois que tu mets les pieds dans un hôpital, puis là, tu sais que tu as ton diplôme en poche, là. Tu es prête à commencer ta carrière. Là. Ben, c'est pas la première fois que je mets les pieds dans un hôpital parce qu'à l'externat, on a 1 an et demi à 2 ans, tout dépendant. Même, je pense, les autres universités, c'est plus, là, mais de stage. Fait qu'on est vraiment... On est à l'hôpital, on voit des patients, on traite des patients, mais avec toujours là, encore plus de supervision. Puis il faut que le médecin vraiment il signe toutes nos choses parce qu'on n'a pas un permis pour prescrire. Je comprends. Mais fait que, tu sais, on va juste
vraiment devenir prescripteur, responsable aussi de nos prescriptions, mais avec toujours la supervision d'un patron quand on est résident en spécialité, là, médecine de famille ou autre. Fait que quand on passe de la chaise d'un résident à la chaise d'un patron, on fait la même chose, mais là, on est rendu tout seul. Mhm. Fait que là, il n'y a plus personne qui est là pour dire si je fais bien ça ou pas. Fait que là, la responsabilité, c'est ça, à upgrade. Là. C'est comme sauter en parachute, tu Ouais. le fais en tandem, puis à un moment donné, Exact. tu décides de le faire en solo. C'est ça. Là, tu es tombé en solo. Oui, OK. exactement. Comment tu te sentais? Stressée. J'imagine, oui. Ben oui, c'est sûr. Hein, mais en même temps, je me sentais prête aussi. Tu sais, j'avais fait ma formation, je me sentais à l'aise. Tu sais, je veux dire, on est comme... C'est rochant, c'est des grosses années d'études, on travaille énormément, mais on est quand même... Tu sais, moi, je dirais qu'on est prêt quand on fait le saut, là. Quand on est rendu là, on passe des examens, puis nos évaluations de stage aussi qui nous certifient qu'on est vraiment prêt comme médecin à devenir solo. Puis on a quand même de l'accompagnement. Tu sais, comme à la salle d'accouchement, ça reste un volet où est-ce que tu peux avoir des stages en obstétrique, mais tu n'as pas nécessairement tout fait dans ta formation, mais tu deviens quand même seul. Mais on permet d'avoir des mentorats qu'on appelle. C'est des patrons, des médecins, collègues qui nous supervisent pour nos premiers 20 accouchements. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment rassurant pour un médecin qui commence. Fait que si on a des questions... Parce que ton premier accouchement, ça doit être quelque chose. Toute Là. seule? Ouais. Oui. Ouais. Mais j'avais... Ah, je te dirais même le premier assisté, il doit être spécial. Surtout de la façon dont toi, tu le voyais. Toi, tu nous as déjà parlé de comment tu voyais cette expérience-là de donner la vie. Fait que ça doit être spécial. C'est spécial, mais on dirait que j'étais faite pour faire ça. Parce que j'ai fait mon stage étudiante en médecine à l'externat à Chicoutimi. J'ai fait un 2 mois. Puis là-bas, le débit, ça roulait. Là. Puis j'en avais vécu des accouchements. J'avais fait des 72 heures de garde, 2 fins de semaine dans mon mois. Ben, normalement, c'était juste un, mais je n'avais fait 2. Je me souviens pas pourquoi. Puis j'avais tellement eu des accouchements qu'à la fin, les patrons là, ils me laissaient faire tout seul là, en l'externat étudiante. Ouais. OK. Puis j'assistais des gynécos en salle d'op. Puis le patron que j'avais eu à l'époque, il me disait on avait fait une hystérectomie si on enlève l'utérus là, à une femme pour une raison X. Puis je l'assistais, puis j'avais déjà fait des stages de gynéco-obstétrique à Val-d'Or comme étudiante. J'avais une patronne qui m'avait vraiment exposée en salle d'op. Fait que j'avais fait mon stage avec lui, j'étais vraiment à l'aise, puis je connaissais déjà un peu les étapes. Fait qu'il m'avait dit, la prochaine qu'on fait ensemble, je fais mon bord, tu fais ton bord. Ah ouais, OK. J'étais juste étudiante dans ce temps-là. Mais j'avais vraiment une belle exposition, puis fait que j'avais pris de la... Tu sais, je savais quoi faire, là. Puis ça me fait rire parce que ma première garde à la salle d'accouchement à Val-d'Or, ils ne me connaissaient pas encore. Mais là, j'étais résidente. Là. J'étais rendue médecin. Mais moi, j'arrivais d'une exposition de fou en gynéco-obstétrique à Chicoutimi. Fait que quand je vois la patiente, je fais la conduite. Moi, j'évalue la patiente, puis elle contracte, mais son col n'est pas ouvert ou n'est pas en travail actif. Ça n'avait pas perdu ses os. Fait que j'avais congédié la patiente. J'ai appelé ma patronne. Puis elle dit, ouais, mais tu peux pas donner congé comme ça. Il faut qu'on les voit avant que tu partes. Mais moi, dans ma tête, j'étais tellement à l'aise. J'avais tellement fait que c'était. Puis à Chicoutimi, j'avais eu vraiment une responsabilité. Il me connaissait, il me faisait confiance. Fait que moi, dans ma tête, j'étais à la même place. Puis je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Fait que toi, tu étais toujours en avance sur ton temps un peu, là. Oui, ben j'avais ri, puis j'avais fait, ouais, c'est vrai que les autres, ils me connaissent pas C'est encore. ça. Faut qu'ils sachent un peu qu'est-ce que j'ai comme bagage. Mais Lindsay, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui te dérange, il n'y a rien qui te stresse, il n'y a rien qui... Tout va bien dans ton métier, là. Ah, mon Dieu, non. OK, des fois, ça arrive que... ça me rassure quasiment un peu, Colin. Non, il y a plein de choses qui... c'est pas facile, là. C'est juste que on aime tellement notre métier que... nous, on en parle avec une passion. Puis, Mais Colin, moi, quand je parle à un médecin ou quand j'ai l'image d'un médecin dans ma tête, là, j'ai l'impression que vous savez tout. Tout, là. Ça arrive-tu des fois que vous allez dans le bureau puis prenez un manuel puis OK, on va feuilleter un peu pour voir comment on fait ça, là? Ben, tout à fait. Ouais, OK. Ah oui, tout à fait. Je veux dire, ça évolue tellement vite, la médecine. Il y a tellement de connaissances qu'on peut pas tout savoir. Mais ce qui est important, puis c'est ce que je dis aux résidents que je forme aussi, c'est de savoir reconnaître ses limites puis de dire, là, je sais pas, je vais aller chercher l'information. Fait que d'avoir des livres, des références ou même de se parler entre collègues. On se parle souvent, on se pose des questions, puis on a des plages des groupes Facebook où est-ce qu'on se pose des questions. Des fois, j'ai un tel cas, il m'a donné son accord pour en discuter. Je sais plus quoi faire avec, mais on s'entraide. Mais... Vous avez des groupes Facebook de médecins? Oui. Ouais. Ben oui.
On a un groupe de mamans médecins francophones. OK. Puis on a un groupe aussi qui s'appelle les médecins pour des solutions en santé. Fait qu'on essaie de trouver des solutions pour améliorer Puis tout là, le réseau. Évidemment, je comprends que moi, je peux pas joindre ce Non, groupe-là. Là, les groupes fermés. Ouais, c'est ça. Mais, fait que ça doit être spécial, ce qui se passe là-dessus. Là. Spécial, dans quel sens? Ben, dans le sens que moi, si j'arrive là-dessus, je vais probablement faire wow, OK, c'est pas le même genre. L'envers du décor. Ouais, c'est ça. Ça doit, C'est être, ça doit être un peu weird, là. Un peu. Oui, ben en fait. Ça doit être. Ça doit pas être pareil comme le groupe Les vrais amis de la poutine, mettons. Là. Tu comprends? Là? Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr, c'est très médical, là, très vocabulaire médical aussi. Quelqu'un qui va là, il comprendra rien. Ouais. Mais c'est aussi, je pense, des plateformes qui sont essentielles pour tout ce qu'on vit dans le quotidien, pour ventiler, puis s'épauler, puis comprendre qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit. Là. Mm-hmm. Fait que ça fait du bien de se partager des choses. On parle de Facebook. À quel point, depuis l'arrivée de Facebook, bien, probablement que dans ton cas, tu as toujours vécu ta médecine avec Facebook, avec les médias sociaux. À quel point tu te fais interpeller sur Facebook pour dire « Hey, j'ai un petit problème, est-ce que tu peux m'aider? » Oui. Oui, ça, c'est consultation Messenger. Là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Comment tu gères ça? Ben, maintenant, il y a des fois que, sentimentalement parlant, j'ai de la misère à dire je ferais rien que ça. T'sais, des fois, il y en a que c'est juste de savoir est-ce que je dois consulter. C'est sûr qu'on peut pas faire de consultation Messenger. Puis à cette heure aussi, je mets plus mes limites parce que je travaille tellement. Puis, une année, j'ai plus de l'INSEE Saint-Amand, la femme, l'humaine qui est pas médecin. Là. Ça devient difficile à année d'avoir un équilibre dans notre vie, de dire OK, je travaille pas, je suis en congé, je peux vivre mon moment à moi. Là. De toute façon, médicaux, légalement aussi, c'est pas correct de donner des consultations Messenger, là, légalement. On peut peut-être en profiter pour le dire aux autres des collègues. Là. Oui, exactement. Fait que dans ce temps-là, tu les réfères? Oui, si t'es inquiet, il faut que tu consultes. Je peux pas te faire de consultation, je peux pas rien dire ici. S'il se passe de quoi, je veux dire, c'est ma responsabilité. Là, Fait que, malheureusement, on peut pas faire une évaluation complète pertinente. Mais ça arrive, hein? Ah, beaucoup. Ah oui, OK. Ouais. À ce point-là? Mm-hmm. Je pense que je serais gêné. OK. Je serais pas à l'aise. Je comprends quand même le désespoir des gens qui arrivent à faire ça. L'accès à un médecin, c'est tellement difficile. Fait qu'il y en a des fois qui essayent de juste voir est-ce que je dois vraiment consulter, est-ce que je dois vraiment embourber davantage le réseau. Avec ça, j'ai comprends dans leur questionnement, dans leur détresse aussi. Là. On a-tu un réseau de santé qui est... C'est quoi l'état de santé de notre réseau de santé? Très mal, très malade. On est en soins palliatifs. Là. Hey, je ris, mais c'est pas drôle. Quand tu y penses, ouais. Non, moi, je fais partie des gens qui ont perdu un médecin de famille. Je suis correct. C'est correct. Chance, moi, ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que tu te rends compte à quel point c'est précieux un médecin de famille le jour où tu en as besoin. Mm-hmm. Puis là, je suis pas super fan d'aller à l'urgence pour attendre, entouré de gens malades, en me disant c'est-tu si important que ça? On dirait qu'on ne sait plus vers. Non. On dirait que. Je pense que les gens qui ont peut-être du temps. Je vais peser mes mots, OK? Mm-hmm. Là, mais les gens qui ont peut-être du temps peuvent y aller, mais pour les autres, les gens qui travaillent, les gens qui ont des obligations, on dirait qu'on ne sait pas quoi faire. Non, exact. Ouais, hein? Les accès aux soins sont très difficiles. Un coup, tu es rentré dans le réseau, ça va bien, mais pour moi, ça allait bien jusqu'au jour où j'ai perdu mon médecin. Là. Mm-hmm. Fait que, il se passait quelque chose, petit coup de téléphone, parfait, petit rendez-vous, mets ça dans l'agenda. Maintenant, ça fait longtemps que j'ai pas vu un médecin. Là. Mm-hmm. Fait que je me tourne vers le pharmacien, me tourne vers ça, t'aimeras pas ça. Google. Parce qu'on est mieux avec ChatGPT à ça. Oui, c'est ça. On fait quoi? Fait dur. On fait dur. Ouais. Les gens s'apprêtent à perdre un autre médecin parce que tu as décidé de faire le saut toi aussi. Tu as décidé de laisser tomber la pratique familiale dans le réseau. Ouais. Tu fais le saut. Tu t'en vas au privé. Oui. Pas de gaieté de cœur. Pourquoi? Parce que c'est tellement rendu lourd, la pratique de médecin de famille. Puis dans une région éloignée comme on vit, nous, où est-ce que les médecins de famille sont partout à l'hôpital, qui tient l'hôpital ouvert. Mm-hmm.
Puis qu'en même temps, on essaye de faire de la première ligne, justement, de prendre en charge des patients, de faire le suivi avec les exigences des dernières années qui ne font que s'accumuler. Depuis 2015, c'est vraiment depuis où est-ce qu'on a eu le ministre Barrette, là, ministre de la Santé. Il a mis des règlements de performance pour les médecins de famille en cabinet. Ça l'amène que on est tellement submergé au bureau, en plus de nos tâches obligatoires à l'hôpital, parce que ça, c'est des règlements qui existent que les gens ne sont pas au courant. Tu sais, pour eux, un médecin de famille, c'est un médecin qui font du suivi de patients au bureau, qui donne des rendez-vous à des patients au bureau. Mais au Québec, la pratique, c'est pas la même réalité qu'ailleurs, même au Canada, là. Il y a eu plusieurs lois dans le passé que le gouvernement a émises sur les médecins de famille pour, de un, c'était d'avoir des médecins de famille en cabinet. Fait que ça a vidé les hôpitaux. Fait que là, les hôpitaux qui étaient roulés par des médecins de famille, ça a amené des découvertures à l'urgence, à l'hospitalisation, soins intensifs, soins palliatifs, à la salle d'accouchement. Fait que là, après ça, ben là, ils ont vu que leur erreur, ça ne marchait pas, puis ça a vraiment causé un gros problème aux hôpitaux. Après ça, ils ont émis une loi de ramener avec des obligations d'activités médicales particulières qu'on appelle les AMP, ramener les médecins de famille dans les hôpitaux. Puis là, ben, ça a eu l'effet de vider les cabinets. C'est ça. Fait que là, on n'avait plus de médecins de famille en première ligne dans les bureaux. Il y a combien de médecins à peu près au Québec? Est-ce que tu le sais? Ou, Je pense qu'on est 8000 quelques. Là. Il en manque combien, mettons? Selon les statistiques des calculs de gens qui se sont posé la question à combien qu'on devrait être pour que ça roule mieux, le système, ça a été... Ils disent qu'il manquerait à peu près 2000 médecins de famille au Québec. OK. Fait qu'on aurait besoin d'augmenter de 25 % à peu près le nombre de médecins. Là. C'est quand même pas mal. Là. Ouais. Pourquoi il n'y a pas plus de médecins? En tout cas, moi, premièrement, il y a la volonté. Il faut que les gens veuillent devenir médecins, mais est-ce que la pratique est intéressante présentement? Es-tu attirante? Présentement, non, du tout. On a beaucoup d'étudiants en médecine ou de résidents qui lâchent le parcours parce que... Ils voient ce qui s'en vient. Ben, c'est pas juste la pratique, mais c'est tout le doctor bashing qu'on voit là, dans les médias, tout ce qui se dit contre les médecins, qu'on est des paresseux, qu'on travaille juste pour l'argent. Quand on a atteint un montant d'argent annuel, on arrête de travailler. Que là, ils disent que 25 un tiers des médecins ne travaillent à temps partiel. Tu sais, des chiffres qui veulent rien dire, qu'il n'y a pas d'analyse plus poussée en arrière de ces chiffres-là. On peut-tu démystifier tout ça? Ça te tente-tu? Oui. Ouais, j'ai lu beaucoup, puis je me tiens à l'affût de tout ce qui se dit dernièrement avec tout ce qui se passe dans les médias. Ouais. Ils disent qu'un tiers des médecins travaillent à temps partiel. C'est quoi un médecin de travailler à temps partiel? C'est quoi la définition d'un médecin qui travaille à temps partiel? C'est quoi? Parce que le temps plein, présentement, des médecins, c'est des 80 heures semaine. Fait qu'un médecin qui fait 40 heures semaine, est-ce que c'est ça, un temps partiel? C'est ça la question. Ce qui est quand même aussi. pas banal. Là. Exact, c'est ça. Il faut se poser la question. Est-ce qu'un temps partiel, c'est parce que c'est 3 jours par semaine, mais si c'est 3 gardes à la salle d'accouchement, 72 heures, qui a quand même fait 72 heures en 3 jours, est-ce que c'est ça un temps partiel? C'est quoi, mettons, l'horaire de Dr Saint-Amand dernièrement? Là? Dernièrement? Oui, mettons, pour donner une idée de grandeur de la chose. Là. Bon, là, dans mes dernières semaines, j'ai pour 2 mois, parce que je fais à peu près un 48 heures de garde à la salle d'accouchement par mois, de fin de semaine. Fait que dans mon dernier mois, j'ai fait une garde de 24 heures, que ça donne il y a 2 semaines. Puis là, dans le nouveau mois, je commence, ce mois-ci. En fait, j'ai fini le mois d'avril avec une garde de 24 heures un week-end. J'ai eu une fin de semaine off, puis là, je refaisais un autre 48 heures de fin de semaine. Fait que si je regarde ça, en 26 jours, j'en ai travaillé 24 parce que si je suis pas à garde, la salle d'accouchement, je suis au bureau. Fait que ça fait 24 jours sur 26 que j'ai travaillé dans mon dernier mois. Quand même, hein? Oui. Quand même. Fait que vous n'êtes pas sur le 5-2, là, vous autres, là? Non. 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 Puis c'est ça. Moi, j'ai, tu sais, avec les règles de Dr Barrette à l'époque, qui disait qu'il fallait augmenter la performance des médecins en cabinet, qu'il nous exigeait de voir 80 de nos patients, les visites qu'ils font à la RAMQ, que ce soit nous qui les voient. Si 20 du temps, nos patients consultaient ailleurs, qui n'étaient pas des urgences cotées, là, pour dire que c'est vraiment l'urgence qui vont un ACV, un infarctus. L'urgence porte tellement mal son nom maintenant. Ouais. Si, bon! Oui, c'est dernier recours. C'est large ça. en maudit, l'urgence. Oui, exact. Fait qu'en tout cas, qu'avec la loi de Barrette, qu'il fallait avoir 80 d'assiduité, les visites de nos patients qui viennent nous voir nous. Si on n'avait pas ça, on avait une pénalité de 30 de perte de salaire.
Fait que ça l'a amené qu'il fallait devenir hyper performant au bureau, puis être là, accessible pour les voir, puis les ajouter dans nos horaires, des fois qui sont souvent trop pleines, tu sais, qu'on diminue nos heures de dîner, qu'on dîne plus, que... Tu sais, il y en a des mes patients qui vont le témoigner, là, mais tu sais, la porte rouvre, patient sort, j'en rentre un autre tout de suite. Des fois, je suis comme, ben, je vais aller faire un petit tour aux toilettes parce que là, j'ai vraiment envie. Puis ils sont comme, ben oui, prends ton temps. Mais je n'ai pas de temps. Tu sais, fait que j'ai 2 secondes entre 2 patients pour essayer d'aller aux toilettes. Puis je continue, puis j'en revois un autre, tu sais. Je réalisais ça la semaine passée au bureau que, tu sais, il y en a dans ces heures de journée, ils vont jaser entre collègues, puis tu sais, raconter un peu leur fin de semaine, puis moi, je rentre au bureau, je ressors au bureau, puis la seule personne à qui j'ai parlé, c'est mes patients. J'ai même pas le temps à peine de parler à ma secrétaire puis de dire coucou à mes collègues que je croise dans le corridor parce que ça roule mes journées, pour essayer de voir le plus de mes patients possible. Je te dirais quasiment merci pour ça. Ben, je le fais parce que j'ai à cœur de voir mes patients quand ils ont besoin d'avoir un rendez-vous, puis ça me déchire le cœur de dire non. Mais des fois, ça l'amène que quand j'arrive le soir à 5 heures à la maison, j'ai l'air d'une morte vivante, puis j'ai plus d'énergie pour mes enfants. Je suis même pas capable de les entendre crier. Ça me brûle, ça m'irrite, puis je suis pas bien, tu sais. Fait que je le fais, puis je m'en rends même pas compte dans ma journée, comment je roule. C'est quand je décroche le soir que je fais comme « Oh là là, j'ai plus d'énergie du tout. » Tu sais, j'ai tout donné. Puis ça recommence le lendemain. Ça recommence le lendemain. Ben, en fait, ça n'a même pas fini parce que là, après ça, on a le chiffre des enfants. Prépare le souper. Une chance, je vais le mentionner, mon conjoint va être content, mais depuis mon retour de congé maternité, c'est lui qui fait les soupers parce que j'ai plus d'énergie juste pour réfléchir à qu'est-ce que je veux manger pour souper. Puis après ça, ben, les enfants, on va les coucher. Après ça, on ramasse la maison, on prépare les lunchs pour le lendemain. Puis là, ben, vers 8-9 heures le soir, je roule mon ordi dans mon lit puis je vais faire la validation de mes laboratoires. OK, parce que là, j'allais t'arrêter en te disant la vie familiale, on l'a tous un peu, mais toi, un coup que les enfants sont couchés, on repart. Oui. Parce que je vois tellement de patients dans la journée pour essayer de désengorger les urgences, justement, avec les cas qui n'ont pas à aller là. Mes patients des voir pour leur offrir le meilleur service, mais ça fait que j'ai plus le temps de gérer des labos. Là. Y a-tu bien de la paperasse? Ah! Énorme. OK. C'est quelque chose qu'on pourrait vous enlever, ça? Bien, tellement. Tout, c'est ce que je vais faire à ma clinique, c'est que je vais former des infirmières pour m'aider. Okay. C'est la validation des laboratoires qui sont normales, qu'il n'y a aucune anomalie, il va aviser le patient. Il y a des retours d'appel de dire, ben là, on a eu tel résultat, il va falloir faire telle demande d'examen. Ben, une infirmière peut appeler pour aviser le patient, puis moi, je peux voir un patient pendant ce temps-là. C'est-tu quelque chose que l'intelligence artificielle, éventuellement, pourrait aider? On en parle beaucoup de l'intelligence artificielle dans ton... Puis là, j'allais dire, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais un médecin, qui doit te regarder, puis... Mais on pourrait-tu vous déloader côté paperasse avec... je parle pas nécessairement de ChatGPT, le plus connu, là, mais... Y a-tu quelque chose qui pourrait faire en sorte que c'est une bonne question. Ça aide? C'est une bonne question. Serais-tu ouverte à ça, l'essayer? Ben, pourquoi pas? Ouais. Hein, on veut tout essayer, nous autres. On est très innovateurs en médecine. La technologie, on aime ça. On parle des autres métiers. On pourrait-tu déloader les médecins pour leur faire des cas, les vrais cas? Penses-tu que les infirmières devraient avoir plus de pouvoir? Penses-tu que les pharmaciens devraient avoir plus de pouvoir? Ben oui, tout à fait. Exact. J'ai besoin d'un renouvellement, moi. Ouais. Je devrais-tu pouvoir passer par mon pharmacien? Ils ont maintenant, ils ont des possibilités de prolonger des ordonnances. Ils ont une limite, par contre, parce que... Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que quand ils renouvellent ton ordonnance, à ce moment-là, il devient responsable de ton ordonnance. Il n'est pas nécessairement payé pour. Tu sais, fait que ça... Je suis pas très connue dans les trucs des pharmaciens, là, mais je sais qu'ils peuvent charger des fois des affaires aux patients. Là, mais ça serait correct? Tu serais d'accord à... Oui, puis de plus en plus, ils ont quand même la possibilité d'ajuster de la médication, de faire des prises de sang, des hypothyroïdies, des ajustements pour des antihypertenseurs, de faire des suivis, des bilans rénal et tout, ils peuvent le faire. Puis là, c'est ça, en vue de mon départ. Moi, je prépare les prescriptions de mes patients, puis je demande beaucoup, après, en septembre, d'ajuster via le pharmacien. La médication, des antidépresseurs. Des fois aussi, j'explique aux patients, tu peux optimiser, tu peux augmenter la dose, demande au pharmacien. J'ai marqué possibilité d'augmenter jusqu'à un maximum de temps pour permettre justement aux patients d'avoir une ressource avec le pharmacien que de courir après un médecin qui est très difficile à avoir. Tu l'as évoqué, tu vas donc quitter, c'est quoi, en septembre? Oui. Je vais essayer de trouver les mots parce que j'allais dire abandonne, mais... C'est ça. C'est ça. J'ai pas le choix.
Ah ouais, hein? C'est exactement OK, ça. Puis fait ça que me tu déch- abandonnes combien de plus de patients? 1200 patients. Ouais, OK. ouais. OK, je pensais une couple de centaines. Non, Ouais. j'ai une énorme clientèle que je suis depuis vraiment plusieurs années, Mhm. que jamais j'aurais pensé que je me rendrais jusqu'à une décision aussi drastique puis déchirante parce que c'est abandonné à contre-cœur. Vraiment, le réseau m'a poussé Comment tu à te sens? déchirer. Déchirer. J'ai énormément de deuil dans ma décision, puis c'est vraiment pas facile. Puis j'espère vraiment qu'il va y avoir un remaniement important du réseau pour permettre de ce que je veux faire en clinique privée, de pouvoir le faire au public sans avoir des obligations de toutes parts, puis des critères de performance qui me font... J'ai de la misère à prendre des semaines de vacances. J'ai de la misère à partir une semaine. J'ai de la misère à prendre 2 semaines de vacances dans mon année, là. Tu sais, on se fera pas de cachette, les médecins gagnent beaucoup d'argent. Là. Je pense que tu gagnes très bien ta vie, puis tu as le droit. Je vais le préciser. Je parle souvent d'argent, puis je suis à l'aise avec le fait que les gens gagnent bien leur vie, dans le sens que tu as choisi de faire ce métier-là. J'aurais pu décider de faire ce métier-là en sachant très bien que j'aurais gagné, mais je veux dire, j'ai pas fait ce choix-là Mhm. en connaissance de cause. Tu l'as fait par passion. Tu as étudié pour, tu as travaillé pour. Mhm. Puis là, tu nous as parlé en plus des heures, tu sais. Fait que, au niveau financier, tu pourrais prendre des vacances, là, tu sais. Tu pourrais décider de... Mais tu n'es même pas capable de ce que je comprends. Oui. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'implication. Oui. Ouais. Tu sais, moi, quand je suis pas là une semaine, il n'y a pas personne qui me remplace voir mes patients, là. Fait OK. que je me dis tout le temps, tu sais, s'il y a un patient qui appelle, qui a besoin. Puis, tu sais, j'essaie de loader mon horaire avant de partir en vacances, puis au retour de vacances. Fait que je pars en vacances brûlées. Ben Puis, oui. j'ai pas une semaine, j'ai pas le temps de remonter. Que je sais que je recommence une semaine de fou au retour, tu sais. Puis Fait là, que là, mes t'es en- labos s'accumulent. Fait que je fasse ça au retour malgré mon horaire. Fait que tu es en train de me dire que tu te prends une semaine de vacances? Tu prends pas 2 semaines, toi? Pas capable. Non, pas capable. Pas capable. Puis, tu sais, je fais aussi beaucoup de suivi de grossesse. Fait que, tu sais, il y a des suivis que ça tombe aux semaines. Puis, je sais pas, j'ai toujours été un peu possessive avec ma clientèle, mes patients. J'aime assurer moi-même le suivi, tu sais, puis de pas... Puis, tu sais, il y a ça, mais aussi mes collègues sont surchargés, là. Ils ont leur horaire plein, eux autres aussi. Ils ont leur garde, ils ont leur réalité. Fait que de leur demander de voir mes patients, en plus de leur... Je me sens pas bien, je me sens pas pour eux autres. Je me trompe-tu ou je te sens fragile en ce moment quand on parle de l'abandon de tes patients? Ah ouais, Là? ouais, vraiment. J'en ai pleuré, faut pas trop j'y pense non plus, là. Je vais pleurer encore. Mais oui, puis quand j'ai annoncé ma nouvelle à mes patients, la réponse que j'ai eue de la quasi-totalité de mes patients, ça a été un baume sur mon cœur. Ça a été comme « tu fais bien ». Quand mes patients me disent ça, c'est « tu fais bien ». Tu penses à toi et tes enfants. Tu penses à ta vie. Puis ils sont comme « je suis triste de te perdre, mais je comprends tellement pourquoi tu fais ça ». Mm. Puis là, je suis contente parce que, tu sais, ça me faisait de quoi de les laisser tomber, ces patients-là. Puis il y en a beaucoup qui m'ont dit, ben moi, je vais te suivre. Peu importe, je te suis au privé. Ouais. OK. Moi, Y en a-tu qui t'ont supplié? Y en a-tu qui t'ont... T'as-tu senti des cris d'alarme, là, des cris de détresse quand tu leur as annoncé? Ben, il y a une patiente, je me souviens plus à quel âge, mais je me demande si c'est pas proche de 90 ans, puis elle s'est mise à pleurer, puis on a pleuré ensemble, je l'ai serrée dans mes bras, tu sais. Puis il y en a une autre patiente que je sais qu'elle pourra pas me suivre financièrement. Ouch! C'est difficile pour moi, puis je sais qu'elle a tellement confiance en moi, puis elle vient tout le temps voir, tu sais. Fait que c'est horrible, le sentiment de... Pour ces cas-là, là, ça me fait vraiment de la peine. Mais c'est que j'ai tellement donné, j'ai tellement essayé, puis c'est impossible de ralentir, tu sais. Je sais que je m'en vais vers un crash, fait que avant de crasher, puis plus être là du tout, je me dis que faut que je fasse des choses. Tu le fais pour toi. Ben, je le fais pour moi, puis je le fais pour être capable de continuer à faire mon travail aussi. Parce que tu sais, je vois beaucoup de détresse dans les plateformes médicales, puis on est tellement de médecins qui vivent ça, cet épuisement-là chronique, mais qu'on est comme drillé à dire le médecin, tu sais, il est là pour les autres, il faut qu'il soit fort, qu'il travaille beaucoup, puis c'est comme ça, puis... Mais maintenant, on est des êtres humains, tu sais, on a nos limites, puis
on n'est pas entendu ou c'est comme mal vu de le dire qu'on vit une détresse ou qu'on se sent à bout, tu sais. Puis on a des jugements des fois par nos pairs, même nos collègues, parce qu'on est tellement dans un univers de tornades qui roule sans fin que si toi, tu diminues puis tu essaies de diminuer, mais ça va loader la charge des autres, tu sais. Fait que c'est... Comment est vu ton départ auprès de tes collègues ou de ton entourage professionnel? J'avais peur de l'annoncer, tu sais, parce qu'un médecin qui part au privé, c'est un mouton noir, là, tu sais, c'est le petit rebelle, là, c'est le côté obscur de la chose, comme on pourrait dire. On travaille tellement pour améliorer le réseau de santé. On a un réseau de santé publique au Québec. Les frais sont supposés être couverts par le réseau de santé. Fait que d'en arriver à une décision comme ça va à l'encontre de ce qu'on apprend dans nos cours puis de ce qu'on veut faire initialement quand on devient médecin, de travailler dans le public. Mais quand il n'y a pas d'autre échappatoire puis que tu essayes depuis des mois à te battre, mais que tu en arrives à te faire traiter de lâche puis d'égocentrique, tu te dis... c'est moi, l'humaine en arrière qui souffle, là. Est-ce que je suis entendue? Est-ce que j'ai une possibilité, moi, de m'exprimer, d'être un être humain en arrière ce rôle de médecin-là? C'est difficile. C'est pas un monde facile. Ouais. Moi, là, je suis pas médecin, là, mais je te regarde depuis 5 minutes. Ça va-tu? T'es-tu correct? Ben, il y a beaucoup d'émotions qui parlent. Ouais, là, je vois ton non-verbal, en fait, parle beaucoup devant moi présentement. Veux-tu prendre une gorgée d'eau? Je pense que ça pourrait... ça pourrait peut-être nous aider à poursuivre. Ouais. Fait que je comprends que c'est très, très émotif puis que ça a été réfléchi puis c'est pas un coup de tête, là. Non. C'est-tu irréversible? Oui. OK. Oui, on peut toujours revenir dans le réseau. C'est compliqué. C'est réversible. Excuse, ma question, c'était c'est-tu irréversible? Non, c'est réversible. Donc, c'est réversible. Oui. Pfiou! Non, on peut revenir dans le réseau. OK, tu peux. Oui, OK. oui. Pour l'instant, OK? Oui. Donc, je comprends que là, de ce que j'ai compris, tu as un plan. Oui. Tu vas le suivre, tu vas le mener à terme, mais éventuellement, tu pourrais revenir dans le réseau. Oui, OK. n'importe quand, je peux revenir. OK. Faut que je demande au gouvernement un poste. Ça, c'est les PREM. C'est des postes régis par le gouvernement qui dit où les médecins peuvent travailler dans le Québec. OK. Fait que je peux pas travailler sans PREM. Fait qu'il va falloir que je repasse par le processus de redemander une place au Québec. Si tu étais ministre de la Santé, premièrement, t'aimerais-tu ça? Non. Le contact humain comme rôle de médecin me manquerait, mais je me l'ai fait dire une couple de fois depuis une couple de semaines. Ça va être ministre de la Santé. Mais c'est quoi ton plan? Ce serait quoi ton plan, L'idéal. mettons? Ouais. L'idéal de la médecine au Québec. Fait que, Ben, on en parle beaucoup, puis on se dit d'enlever les PREM. Ça, c'est les postes désignés obligatoires par le gouvernement pour pouvoir pratiquer au Québec. Fait que ça, comme en Ontario, ils n'ont pas d'obligation de travailler par le gouvernement qui décide où est-ce qu'ils vont au Québec. OK. Après ça, j'enlèverais les AMP, c'est les activités médicales particulières dans les hôpitaux. Comme moi, j'ai commencé ma pratique en faisant du bureau, de la garde aux étages, puis de la salle d'accouchement. Mes tâches AMP, c'était obstétrique à la salle d'accouchement et l'hospitalisation. Puis au cours de route, avec mon deuxième enfant, j'ai décidé ça a bien à donner, je pouvais lâcher la tâche sur les étages, l'hospitalisation, pour prendre plus de patients au bureau, qui était devenue une tâche qu'on pouvait incorporer dans nos AMP, parce que c'était avec l'histoire de Barrette qui voulait qu'on fasse plus de bureaux. Fait que j'étais chanceuse, fait que j'ai pu augmenter ma prise en charge au bureau. Mais je peux pas ignorer que le service essentiel 24/7, c'est l'urgence, c'est l'obstétrique, c'est l'hospitalisation, les soins intensifs. Fait qu'il faut absolument qu'il y ait toujours un médecin qui est là. Fait que si on vit une crise, une pénurie, il faut que je déplace mon temps à l'hôpital puis que je délaisse mon bureau. Fait que là, on se ramasse que je suis obligée de faire des tâches partagées à l'hôpital. Fait que là, je suis déchirée entre mes clientèles au bureau qu'il faut que je les vois à 80% du temps. Fait que ça fait que je travaille beaucoup. Fait que ça amène des surcharges, des stress, d'avoir des tâches obligatoires comme ça. En Ontario, les médecins peuvent aller où ce qu'ils veulent, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire, ben moi, je vais juste faire de la clinique, du bureau. Fait qu'ils vont s'installer dans une ville, puis ils ont des primes financières, des primes d'éloignement quand c'est dans des régions non moins favorisées par il y a moins d'équipes médicales, il y a moins de médecins. À ce moment-là, ça l'amène à un attrait un peu plus pour les régions éloignées. Fait que ça, je pense que ça serait vraiment deux choses qui pourraient vraiment beaucoup changer la dynamique de médecins de famille au Québec. Et de trois, en fait,
C'est de construire des équipes multidisciplinaires en clinique, en première ligne. On veut que les gens aient plus d'accès à des soins, mais il faut avoir des équipes pour supporter les médecins en clinique, comme ils sont en train de faire en Ontario, pendant que nous, le gouvernement, nous arrive avec le projet de loi 106, nous taper dessus, nous mettre des menaces. Bien, l'Ontario, eux autres, avec le gazon plus vert, on va se le dire, ils ont investi des sous en première ligne. Ils ont augmenté leur poste d'étudiants en médecine de famille. Ils vont mettre des équipes pour supporter nutritionnistes, physio, infirmières auxiliaires, travailleurs sociaux, psychologues en clinique avec les médecins de famille pour avoir une équipe qui se partage les tâches puis que le patient il voit le bon professionnel au bon moment. Je comprends que là, la pelouse est vraiment plus verte chez le voisin. Là. Nos voisins ontariens, ils ont compris comment ça marche. Oui, OK. Vraiment. Tout à fait. Puis le gouvernement, malheureusement, ben, il Mais voit pourquoi pas. on prend pas le plan de l'Ontario puis on fait pas un copier-coller? C'est-tu si compliqué que ça? Ben, c'est sûr que c'est un gros remaniement du système de santé au Québec. Ça Mais se on fait pas en a en claquant. besoin. Exactement. Notre système, tu l'as dit tantôt, Il est en soins palliatifs. C'est ça. Ouais. Il On va arrête mal. d'être dans le fond de l'eau, là, qu'une Titanic qui Ouais. quasi touche le fond de la mer. Là. Mais oui, puis il faut que le gouvernement il assume ses responsabilités, que depuis plusieurs années, leurs Là, c'est parce que décisions... on regarde les nouvelles puis ils se renvoient toute la balle. là. Ouais. Ça a été tout le temps la faute du gouvernement précédent. Puis, Oui. c'est ça. C'est juste la faute des autres. Ouais. Ouais. Mais là, la faute, c'est la faute des médecins. Parce qu'on est paresseux et qu'on travaille pas assez. Ouais, gang de lâches. Ouais, c'est ça. Je suis paresseuse, moi, aujourd'hui, d'être avec toi puis pas travailler à mon bureau après avoir fait un 48 heures de garde. C'est vrai, Mais- c'est vrai. Cette entrevue-là, je tiens à le dire, on l'a planifié il y a à peu près 2 semaines. Ouais. C'était le seul bout que tu avais de disponible Oui. à travers ton horaire de travail qui était vraiment intense. Là. Puis tu me l'as expliqué, là, tu m'as dit ça va être à 10 h lundi, puis ça va être ça. Ça va être ça. Ouais. Ouais. Fait que, Pas d'autre temps. c'est correct. Tu t'en vas au privé. Ouais. C'est quoi ton plan? Mon plan, ben là, j'attends toujours ma lettre du gouvernement parce que maintenant, il y a une nouvelle loi qui est sortie qu'il faut que ce soit le gouvernement Santé Québec qui décide quel médecin peut aller au privé. Depuis le 1er avril, c'est un projet de loi qui a passé. Puis au courant du mois d'avril, je me souviens plus de la date exacte, c'est rendu une obligation. Si la lettre ne m'arrive pas ou que le gouvernement me refuse de ouvrir ma clinique au privé puis que je décide d'être délinquante puis travailler quand même à ma clinique pour faire de la médecine privée, j'ai une amende passant de 100 à 200 000 $ par jour travaillé à ma clinique. Ah oui? Ouais. Es-tu prête à ça? Non. OK. Non. Fait que là, OK. Fait que là, il y en a qui ont eu des espoirs de dire, ben là, si on l'emprisonne dans le réseau, ben elle n'aura pas le choix de rester. Fait que tu ne Ouais, pas ton mais- médecin de famille. Je suis d'accord. Mais OK, je non. comprends, mais un doc malheureux, Ouais, pas sûr que c'est la solution. non, hein. Un exactement. doc épuisé, un doc qui est sur le bord de péter aux frettes, je suis pas sûr qu'on ait plus d'avance. là. Non. Fait que j'ai réfléchi, j'ai regardé mes autres options, qu'est-ce que je pouvais faire. On peut faire de la médecine médico-esthétique puis de la médecine corporative, ça c'est correct pour le privé. Fait que j'ai commencé à regarder mes choses, puis je me fais un backup. Puis si je peux pas avoir ma lettre pour travailler comme médecin de famille au privé, malheureusement, j'abandonne quand même le bateau parce que je suis à bout de souffle. Et donc, Puis je vais essayer de développer des partenariats avec des compagnies qui vont vouloir avoir un médecin payé par la compagnie pour voir leurs employés. Puis je vais aller faire une formation en médico-esthétique. tu deviens pas tatoueuse demain. là. Non. fait que tu restes dans le domaine, OK, Ouais. mais au privé pour une entreprise. Ouais. OK. Mais l'idéal, ce serait de pouvoir partir ta clinique. Oui, parce OK. que, tu sais, d'un, ma clientèle qui veulent me suivre, il y en a beaucoup qui ont des assurances avec les mines, les compagnies qui ont des assurances pour aller au privé. Bien, ces gens-là vont être brimés de cette possibilité-là. Puis il y en a qui décidaient quand même de me suivre puis de venir me voir. Puis j'avais annoncé avec ma clinique privée de faire des consultations pour des déficits d'attention. J'ai un intérêt là-dedans. J'ai développé une expertise, entre guillemets. Ouais. Fait que j'aime ça, faire ça. Puis depuis que l'imposition du taux d'assiduité, 80 du temps de mes patients, j'ai arrêté d'en faire parce que je pénalisais ma clientèle qui me finissait par me pénaliser moi-même. Ouais. Fait que j'en faisais plus. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont comme quand je leur ai annoncé que j'allais pouvoir le faire à ma clinique privée, t'es comme ah wow. Ou si j'ai pas de médecin, je vais au privé à Montréal, ben là, je vais aller te voir à Val-d'Or, tu sais. Fait que si j'ai pas ma lettre, ça pourra pas arriver, ça. Comment ça marche maintenant? Mettons, demain, je tombe malade, j'ai besoin de voir un doc et plutôt que d'aller à l'urgence, je décide de consulter au privé. Comment ça fonctionne? Ben, le patient appelle à la clinique, puis il prend OK. rendez-vous. OK. Ouais. À ce moment. Et c'est la même affaire
Mais là, C'est plus la carte je qui paye dois... le rendez-vous. Ouais, là, le c'est la patient carte de qui paye. crédit. C'est la carte de crédit qui OK. doit payer le rendez-vous. Ouais. OK. Fait qu'avec la facture, c'est possible, vu que c'est des frais médicaux, de le mettre sur les rapports d'impôt. OK. Fait que selon le salaire de la personne annuelle, il y a un certain retour d'impôt jusqu'à un maximum de 40 %. Fait que là, on parle d'une espèce de médecine à deux vitesses. Ouais. Ça a longtemps été controversé. Mhm. Je me suis publiquement positionné pour cette médecine-là, dans le sens que s'il y a des gens qui ont les moyens de se le payer et que ça peut désengorger le reste du système, Ouais. selon moi, je le vois d'un bon œil. Fait que c'est comme ça, là. Mhm. C'est carrément ça. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que ça enlève des ressources au public. Tu sais, je ne cacherai pas que je comprends les gens qui disent que d'aller au privé, ben, ça fait qu'il y a moins de médecins dans le public. Mais si on en est rendu à des décisions comme ça, c'est parce qu'en arrière, il y a quelque chose qui va vraiment mal. Tu sais. C'est pas. J'ai jamais dans ma pratique me dit un jour je vais aller au privé. Là. Ce que je disais dans les dernières années, c'est quand le public va me faire assez chier, je vais m'en aller au privé. Mm-hmm. C'est à mon retour de congé maternité que j'ai pogné mon mur. Puis c'est là que j'ai pris ma décision, mais c'était pas mon premier choix quand j'étais devenue médecin. On s'est parlé parce que tu as publié une lettre dans le journal Le Devoir, Mm-hmm. qui est devenu pas pire viral, je dirais, qui a atteint la cible. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu disais dans cette lettre-là pour les gens qui l'ont pas lu? Ben, tu sais, je racontais un peu la détresse des médecins qui ont le rôle qui essayent de soutenir le réseau de santé depuis tant d'années, mais qu'on est à bout de souffle puis qu'on doit être entendu. On a plein d'idées, on a plein de solutions, mais les gouvernements, ils font juste nous émettre des restrictions, des pratiques encore plus difficiles, puis que ces êtres humains-là, derrière le stéthoscope, ben, c'est pas des robots, c'est pas des machines, on est des êtres humains comme n'importe qui. Puis qu'on a besoin de sensibiliser la population à la détresse qu'on vit, les médecins, actuellement, parce que on s'en va vraiment vers un crash, on s'en va dans le mur. Puis les médecins, depuis les dernières semaines, avec le gouvernement, ce qu'il fait juste encore plus décourager les troupes, puis il y en a énormément qui annoncent leur démission puis qui veulent aller à l'extérieur du Québec pratiquer. Fait qu'on a vraiment besoin de sensibiliser la population à la réalité qui se passe sur le terrain, puis que ce que le gouvernement a dit, c'est pas la réalité. Puis là, je suis contente parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements depuis les dernières semaines. Les médecins qui dénoncent des choses, qui parlent de leur réalité. On a fait un spot-in de médecine au Québec. Puis c'est des témoignages anonymes, souvent de gens qui vont dire les frustrations qu'on vit sur le terrain qui nous amènent à ne pas être productifs, puis qu'on n'a pas de ressources. Puis c'est vraiment le gouvernement qui ne permet pas d'avoir un aide pour qu'on puisse être performé. Fait que c'est un beau mouvement. Puis les gens, s'ils veulent suivre ça pour comprendre la réalité, puis de, tu sais, dans un conflit, hein, il y a deux histoires. Hein? Ouais. C'est important de prendre le pouls des deux, puis chacun on a nos responsabilités, mais on essaye jusqu'à s'en épuiser à l'os, ce que je dis dans ma lettre. Puis de l'autre côté, on ne nous entend pas sur nos solutions, puis on le sait que les gens terrain, c'est eux qui connaissent la vraie réalité. Santé Québec a été mis sur pied, on va se le dire, ils ne comprennent pas la réalité. Mm-hmm. Ils font des choses, ils disent on ne coupera pas aux soins aux patients. On voit plein de professionnels sur le terrain qui sont coupés, qui sont directement aux soins des patients. C'est sûr que ça paraîtra peut-être pas dans les chiffres parce que les gens qui travaillent sur le plancher vont se donner à 200, 300, 500 % pour arriver à contrer ces manques-là. Mais c'est l'être humain qui travaille dans le réseau qui souffre. Je parle pas juste des médecins, je parle de n'importe quel professionnel. Fait que faut que le gouvernement il nous écoute, qu'il nous entende, puis qu'on s'assoie, puis qu'on donne nos idées d'amélioration de tout ça. Là. Ta lettre, là, elle a été lue. Mm-hmm. Puis ça a fait des petits parce que t'as accordé plusieurs entrevues dans des grands médias, notamment. As-tu eu du feedback? Est-ce qu'elle a atteint la cible? Bien, c'est sûr que sur mon Facebook, il y en a beaucoup qui l'ont vu. Puis, je l'ai partagé aussi pour que ceux qui n'étaient pas à Salut Bonjour le dimanche matin, qui ne l'ont pas vu, mais Ouais. que les gens le voient. Puis, tu sais, c'est sûr que les gens qui me côtoient, qui me connaissent, qui connaissent des médecins ou qui connaissent des gens qui travaillent dans le réseau, connaissent la vraie réalité. Ils comprennent, sont comme « wow, bravo de dénoncer haut et fort ce qui ne marche pas ». Mais tu sais, je continue à voir sur Facebook des gens qui connaissent pas du tout la réalité, qui jugent puis qui disent des méchancetés. Puis j'ai fait un post en fin de semaine sur justement comment que ça peut faire mal, cette intimidation-là, cette arrogance-là. Toi, tu parles du doctor bashing, là, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, tu sais, parce que ça fait mal pour les gens qui sont épuisés à bout. Ouais. Puis que là,
tu te fais dire, tu vois, c'est facile derrière un écran de dire des méchancetés, mais Ouais. ça l'affecte les gens Je qui comprends. essayent tellement de sauver ce qui reste du réseau puis de se faire mettre sur ses épaules les choses qui ne nous appartiennent pas. C'est dur, c'est vraiment dur pour les troupes. Mais ma question, c'est surtout de savoir, est-ce que tu penses que ta lettre s'est rendue au bureau du ministre de la Santé? Ben, je sais que ma tante, elle connaît une députée de la CAQ dans le coin de Montréal. Fait OK. qu'elle a envoyé mon vidéo en disant c'est ma nièce. Bang! Tiens, voici ce qu'elle en pense. Fait que, tu sais, je sais qu'ils l'ont vu. Je sais que ça se rend, veut pas, ça passe dans les médias, tout ce qu'on dit. Puis, tu sais, je le vois au fil des journées, le discours du gouvernement change tranquillement de jour en jour. Tu sais, au début, tous les patients verts, là, les pastilles fameuses de couleur, tous les patients verts allaient être désinscrits de leur médecin de famille. Mais là, hier, j'entends une conférence de presse qu'il allait dire « Ah non, les patients verts, là, soyez rassurés, ils ne se feront pas désinscrire de leur médecin de famille parce que c'est important, le lien patient-médecin. » Mais c'était pas ça le discours il y a quelques jours. Ouais. Fait que je sais qu'il nous entend, je sais qu'il étudie nos suggestions puis ce qu'on dit, sauf que il le prend pas comme... Ben, on a parlé, on sait, on a compris que c'est important. Non, on dirait que ça vient d'eux autres, mais c'est parce qu'ils ont juste changé de discours parce qu'ils voient que la population puis les médecins Mais à un moment autre donné, chose. il va falloir que les bottines suivent les babines aussi, par exemple, à un moment Ouais. donné. Là. Oui. Ouais. Ben, beau d'augmenter l'accessibilité aux soins, mais je veux dire, le réseau de santé, c'est pas juste des médecins. Là. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire qui tient tout ça. Là. Qui prend soin du médecin quand le médecin ne va pas bien? Ben, de un, il faut que le médecin soit capable de dire que j'ai besoin d'aide. Là. De le dire, c'est déjà gros, c'est déjà difficile. Puis c'est pas bien vu, c'est comme... C'est rare. C'est rare que les médecins vont dire ça va pas, puis quand on le dit, ben on a toujours un collègue qui va être là pour nous écouter, ou on est chanceux, puis on a un médecin de famille, nous aussi, on peut se tourner vers ça. Mais c'est juste d'avoir le courage de le dire. C'est déjà pas facile dans le réseau. Parce qu'on est comme des gens vus comme des dieux. Il y en a qui disent qu'on a le syndrome de Dieu. Là. Je ne le comprends pas. Là. Mais je me sens pas du tout comme une déesse actuellement, mais on n'est pas infaillible. C'est l'image qu'on essaye des fois d'avoir parce qu'on est là pour aider les gens, on va être fort pour aider les gens, pour rassurer, t'sais. Mais on se met souvent un masque dans le visage pour traverser nos journées puis pour paraître comme qu'il y a un médecin qui va super bien, qui est là pour prendre soin des autres, mais en arrière du masque, c'est pas la réalité. Là. Fait que je comprends que tu as décidé de prendre soin de toi. Oui. Bravo. Merci. Est-ce que on a fait le tour? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dans ce dossier-là qui, pour le commun des mortels, pour le public en général, est quand même, somme toute, assez compliqué? Ça se peut que je sois passé à côté d'une information importante, puis gêne-toi pas. Vite fait de même, je sais pas. Là. Je pourrais pas dire. Je pense qu'on pourrait faire une série de 10 podcasts, juste parler de la médecine au Québec, là, mais vite fait de même, j'ai pas, ça me vient Ça pas. existe-tu? Des podcasts sur la médecine? Mon Dieu, on aurait du sujet à parler. On comprendrait rien, nous autres, mais... Il peut y avoir des sujets sur la rémunération, sur les obligations des médecins, sur, je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut éclaircir parce que c'est juste pour la rémunération, c'était tellement complexe. C'est même entre nous, moi, je fais mon acte de ce que je vois avec le patient, puis je remets ça à une agence de facturation. Comment t'es payé? Comment ça marche? À l'acte. Moi, je suis payée à l'acte. Fait que quand je rentre dans ton bureau... Selon ce qu'on fait, si c'est un rendez-vous pour un otite versus une dépression majeure. OK, il y a une charte? Ben, c'est parce que il y a des rendez-vous. Si c'est pour mon propre patient, faire un rendez-vous de suivi, ben, il y a des visites de suivi, il y a des rendez-vous de patients qui est orphelin. Là, c'est une visite ponctuelle majeure, complexe. Il y a des visites ponctuelles mineures. Il y a énormément de choses selon ce qu'on fait comme diagnostic. Fait que là, toi, tu rentres ça. OK, j'en ai vu un aujourd'hui qui était pour ça, un autre pour ça, tac, tac, tac. Fait que moi, sur une feuille, j'ai mon horaire, puis pour chaque patient, je marque qu'est-ce qui serait facturé avec le diagnostic, puis j'envoie ça à l'agent de facturation. Puis elle facture ça à la RAMQ. Puis là, un moment donné, tu reçois une paye. C'est le même, ça marche. C'est le même, ça marche. OK. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme l'exemple de ma salle d'accouchement en fin de semaine. Je fais 48 heures, mais j'ai eu 2 accouchements samedi. Es-tu payé pour 48 heures ou t'es payé pour 2 accouchements? Payé pour 2 accouchements. OK. Fait que si ça a déjà arrivé, j'avais des gardes de fin de semaine. Puis la fin de semaine, c'est moins occupé. Il y a moins de bureaux. Il y a moins de.
Fait que ça arrive des fois, les fins de semaine, que j'ai rien du tout. Fait que je suis de garde sur appel, je dors sur une oreille, puis que j'ai $0 dans ma fin de semaine. Ouais. Ouais. Ben, c'est mon horaire. J'ai quand même un horaire, tu sais, une garde de 72 heures, mais je suis payée à l'acte. Je ne suis pas payée chez nous à rien faire. Là. Je comprends. On n'est pas à l'heure. Tu sais, il y a certaines tarifications au CLSC puis à l'UMF qui ont une mix qu'on appelle. Là. Il y en a que c'est totalement à l'heure, il y en a que c'est mix. Fait un taux horaire avec des plus quand ils voient un patient. Mais c'est vraiment une minorité. Là. On est vraiment à l'acte. Fait que... Y a-tu quelque chose que tu veux plugger avant de Non. partir, non? Je pense que on prend à parler des heures de L'adresse temps, de là, ta la future rémunération. clinique? Ben là, on a enfin trouvé un local parce que là, où on était supposé s'installer, ça n'a pas marché. Fait que là, on a trouvé un local parce qu'on va se construire finalement Ah oui, OK. ouais, quelque Quand chose. tu dis « on », Ben, c'est parce que j'ai une associée, c'est une de mes patientes qui est devenue une amie, Lily, qui a décidé de m'accompagner dans mon projet parce qu'elle est comptable. OK. Fait que je pense que c'est le meilleur duo pour partir une clinique de même, comptable puis un médecin, parce que moi, c'est sûr qu'on fait banqueroute avant d'ouvrir. Là. Que gestion budget, c'est pas mon domaine. Fait que je pense qu'on va se compléter beaucoup dans ce projet-là. On apporte des idées. Fait que c'est pour ça que je dis « on ». Fait que finalement, on s'associe aussi quelques compagnies pour construire un complexe pour le projet clinique. Ouais. Mais que là, l'année prochaine, ben, pour les 12 à 18, 24 mois prochains, on a loué un local. Fait que là, je vais faire une publicité, des publicités là-dessus, puis tout quand que... Bientôt, là. Va falloir... Mais j'attends ma lettre aussi pour pouvoir exposer sur mon site quel service qu'il va y avoir à la clinique, là. Puis éventuellement, je vais faire une page web, puis un groupe Facebook. quand tu auras besoin de quelqu'un pour ta publicité, pense à moi. J'essaye de me rapprocher d'un médecin comme je le peux. Ben, merci de l'offre, mais oui, je vais en avoir besoin. C'est sûr, il y a plein de patients qui me demandent c'est où, quel numéro de téléphone. Je suis comme, j'ai rien encore, là, mais ça va avoir quelque chose. Docteur Saint-Amand, oui. l'INSEE Saint-Amand, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir placé dans ton horaire, puis de m'avoir expliqué humainement et facilement la réalité. J'apprécie grandement. Merci de m'avoir permis de m'exprimer aussi publiquement sur ton livre. Bonne continuité, bravo d'avoir pris soin de toi. Merci. Je vous dis à une prochaine fois et vivez heureux.